Il avait tout prévu pour cette soirée, les discours, le traiteur, la liste des invités, le nombre exact de bouteilles de champagne par table, tout, sauf ce que cela ferait de la voir traverser l'entrée dans une robe vert foncé qu'elle avait cousue elle-même avec 16 € de tissu acheté à Barbès. Et quand un autre homme l'invita à danser, Renaud Cavalier comprit, avec la clarté brutale des évidences trop longtemps ignorées, qu'il risquait de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais su qu'il voulait. Soutenez la chaîne en laissant votre like et votre commentaire, et plongeons dans notre histoire. Renaud Cavalier n'avait pas remarqué le silence de son appartement avant ce soir de septembre, où il était rentré à 22h30 et s'était retrouvé debout dans l'entrée, manteau encore sur les épaules, clé à la main, à écouter le néant. 265 mètres carrés dans le 16e arrondissement, tout blanc, tout propre, tout silencieux. Les murs étaient couleur crème ivoire, les meubles gris anthracite ou blanc cassé, les tableaux avaient été choisis par un décorateur d'intérieur qu'il avait rencontré 2 heures en tout et qui lui avait envoyé une facture de 18 000 € par mail, 3 semaines après la livraison. Renaud n'avait pas contesté le montant. Il avait signé le virement depuis son téléphone, entre 2 réunions, sans relire la facture en entier. L'appartement était beau de cette beauté froide des pages de magazines, une beauté qui n'appartient à personne, qui ne garde pas la trace d'une vie vécue, qui ne sent rien d'autre que le produit nettoyant à l'eucalyptus que Simone utilisait le mardi et le vendredi. Les fenêtres donnaient sur le Trocadéro, et la vue était extraordinaire, et Renaud ne la regardait plus depuis au moins 18 mois, parce que son bureau était orienté vers la cour intérieure, et que de toute façon, il rentrait toujours après la nuit tombée. Il posa sa veste sur le dossier du canapé gris, déboutonna le premier bouton de sa chemise, alla directement vers son bureau, où 3 dossiers l'attendaient depuis le matin, et travailla jusqu'à 1 heure passée sans s'asseoir dans le salon une seule fois, sans allumer la télévision, sans cuisiner quoi que ce soit. Il se servit un verre d'eau depuis la bouteille en verre qu'il gardait toujours au réfrigérateur, et c'était tout. C'était suffisant. C'était sa vie depuis 5 ans, depuis que Patricia était partie avec ses valises et ses mots soigneusement choisis qui avaient fait plus mal que n'importe quelle dispute. Tu n'es pas là même quand tu es là. C'est tout ce qu'elle lui avait dit ce soir-là, debout dans l'entrée, ses 2 bagages alignés contre le mur, comme s'ils attendaient le taxi depuis longtemps. Il avait voulu répondre et n'avait trouvé aucun argument valable, parce que c'était exactement vrai. Renaud avait 44 ans, dirigeait la Cavalier Immobilier depuis 16 ans, 180 employés, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, et était, de l'avis unanime de ses associés, de ses clients et de ses concurrents, l'un des promoteurs immobiliers les plus redoutables de l'Île-de-France. Il savait lire un bilan en 4 minutes. Il savait identifier un problème de structure dans un immeuble en marchant simplement dans les couloirs. Il savait négocier en silence, laisser l'autre parler jusqu'à ce qu'il se contredise, et conclure un accord avec le sourire calme de quelqu'un qui n'en avait pas vraiment besoin. Ces compétences-là, il les maîtrisait parfaitement. Ce qu'il ne savait plus faire, c'était dîner assis à une table sans consulter son téléphone entre 2 bouchées. Ce qu'il ne savait plus faire, c'était appeler un ami sans prétexte professionnel. Ce qu'il ne savait plus faire, c'était regarder son fils dormir sans que quelque chose en lui se contracte de cette culpabilité sourde, diffuse, qui n'avait pas de remède simple parce qu'elle n'était pas une erreur ponctuelle, mais une direction prise il y a longtemps, dont il ne s'était aperçu que trop tard. David avait 9 ans. Il vivait avec lui 15 jours par mois, selon les termes d'une garde alternée, négociée avec la précision froide d'un contrat commercial, parce que c'était comme ça que les choses se passaient entre Renaud et Patricia depuis qu'ils avaient cessé de s'aimer, proprement, efficacement, sans éclat de voix inutiles. Ces 15 jours étaient les seuls moments où l'appartement blanc faisait semblant d'être habité. Un cartable renversé sur le carrelage de l'entrée, une assiette de céréales oubliée sur la table du petit déjeuner, un livre de la bibliothèque verte glissé entre 2 coussins du canapé.
Renaud ramassait tout avec les gestes précis de quelqu'un qui ne sait pas comment faire autrement, attendait que David revienne du collège le lendemain en ressentant quelque chose qui ressemblait vaguement à ce que d'autres gens appelaient le bonheur, et regardait l'horloge en se demandant si l'email du client de Vincennes pouvait attendre après le dîner. C'était Simone qui tenait l'appartement ensemble. Simone Laurent, 35 ans, arrivait chaque matin à 7 heures, avec une ponctualité que Renaud avait mis des semaines à remarquer. Non parce qu'elle ne méritait pas d'être remarquée, mais parce que lui n'était jamais là à 7 heures, les jours de réunion externe, et que les jours où il était là, il était déjà dans son bureau, avec son deuxième café et sa boîte mail ouverte. Il l'avait engagé 2 ans plus tôt par l'intermédiaire d'une agence spécialisée, avait lu son CV avec l'attention professionnelle qu'il accordait aux candidatures de comptables, avait conduit un entretien de 20 minutes dans son bureau et avait signé le contrat parce qu'elle avait les références qu'il cherchait et parce qu'elle n'avait pas semblé impressionnée par l'appartement. Elle avait regardé la cuisine avec l'œil de quelqu'un qui évalue la difficulté de l'entretien, pas avec l'admiration attendue, et cela lui avait paru être un signe de sérieux. 2000 € mensuels, charges comprises, 5 jours par semaine, 7 heures à 17 heures. Simone prenait ses horaires au sérieux, comme elle prenait tout au sérieux, avec une rigueur tranquille qui ne cherchait pas à se faire remarquer. Elle arrivait à 7 heures, elle repartait à 17 heures. Elle ne fumait pas dans l'appartement, ne téléphonait pas dans les pièces où Renaud travaillait, ne demandait pas d'avance sur salaire. Elle travaillait avec une compétence silencieuse qui rendait le travail lui-même invisible. Les surfaces étaient propres, les draps changés le jeudi, les vêtements repassés et rangés dans le bon placard, la cuisine approvisionnée selon une liste qu'elle gérait elle-même en notant ce qui manquait sur le post-it vert collé en haut à gauche du réfrigérateur. Elle n'attendait pas qu'on lui demande. Elle anticipait, résolvait, organisait. Avec David, pendant les semaines de garde, elle avait naturellement pris la posture de quelqu'un qui s'intéressait vraiment. Elle lui demandait comment s'était passée la journée avec une attention réelle, écoutait la réponse, retenait les détails, le prénom de son meilleur ami, le professeur de mathématiques qui l'énervait, le match de foot du jeudi soir. David l'avait adopté d'instinct, comme les enfants adoptent les gens qui les regardent vraiment. Et Simone disparaissait à 17 heures, comme si le fait d'être là avait été quelque chose qu'il ne fallait pas prolonger. Pour Renaud, elle faisait partie du fonctionnement de l'appartement, comme le canapé gris et la machine à café mielé. Elle était là, tout fonctionnait. Il ne se posait pas d'autres questions. Ce qu'il ne savait pas, parce qu'il ne l'avait jamais demandé, parce que l'idée ne lui était tout simplement pas venue, c'est que Simone se levait à 5h30 chaque matin, pour prendre le RER B depuis Saint-Denis jusqu'à la gare du Nord, puis la ligne 2 du métro jusqu'à Nation, puis la ligne 9 jusqu'à Trocadéro. 1h20 à l'aller, 1h20 au retour. Debout la plupart du temps, parce qu'aux heures de pointe les sièges se remplissaient en quelques stations. Elle faisait ça depuis 13 ans, depuis ses 22 ans. Depuis son premier poste dans un appartement du 5e arrondissement appartenant à une famille d'avocats qui la payait correctement mais en retard et qui lui demandait de sourire davantage. Elle avait changé d'employeur 3 fois par nécessité, jamais par confort. Une première fois parce qu'un monsieur avait essayé de la toucher dans le couloir de la cuisine et qu'elle était sortie de l'appartement ce jour-là, sans un mot de plus, sac à l'épaule, sans se retourner. Une deuxième fois parce qu'une madame lui avait reproché d'avoir déplacé un cadre de quelques centimètres. Une troisième fois parce qu'on lui avait demandé de travailler le dimanche sans supplément de salaire et que Simone Laurent avait une ligne qu'elle ne franchissait pas. Pas parce qu'elle était rigide, mais parce qu'elle avait compris très tôt que la dignité n'était pas quelque chose qu'on pouvait se permettre de négocier, surtout quand on n'avait pas grand-chose d'autre à quoi se tenir. Chez Renaud, les choses étaient claires, formelles, respectueuses dans leur distance. Il ne lui demandait jamais plus que ce qui figurait dans le contrat. Il payait le premier de chaque mois, ponctuel comme une horloge. Ce n'était pas de la générosité. C'était simplement de la rigueur, mais c'était déjà plus que ce qu'elle avait connu.
Sur les 2 000 € mensuels, après le loyer de 1 120 € pour l'appartement de 2 pièces à Saint-Denis où elle vivait avec sa mère, Geneviève, 61 ans, hypertension artérielle sévère, arthrose aux 2 genoux, 3 médicaments quotidiens remboursés à 60% par la sécurité sociale. Il restait environ 250 € pour tout ce qui n'était pas fixe. Elle ne se plaignait pas. Se plaindre coûtait une énergie qu'elle n'avait pas les moyens de dilapider. Ce qu'elle faisait à la place, c'était tenir un cahier à spirale bleu marine dans lequel elle notait chaque mois, à la dernière page de gauche, la somme exacte mise de côté pour le cours de formation d'aide-soignante qui coûtait 3 050 € et qui lui permettrait de changer de métier, d'être utile autrement, de poser ses mains sur quelqu'un qui souffre et de savoir précisément quoi faire. Sur la couverture du cahier, elle avait écrit en majuscule au stylo rouge « Objectif ». 22 mois qu'elle économisait. Il lui manquait encore 800 €. Si rien ne cassait, si sa mère n'avait pas besoin d'une consultation de spécialistes supplémentaires, si la machine à laver ne rendait pas l'âme, si les tarifs des transports n'augmentaient pas encore, elle pourrait s'inscrire dans 6 mois. Elle vérifiait la somme dans le cahier chaque dimanche soir, après avoir préparé les affaires de la semaine. Ses vêtements pliés soigneusement sur la chaise, ses sandwichs pour le lendemain, dans une boîte hermétique au réfrigérateur. C'était le seul moment de la semaine où elle s'accordait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Renaud Cavalier ne savait rien de tout cela. Il savait qu'elle s'appelait Simone, qu'elle habitait Saint-Denis, qu'elle était fiable et discrète. C'était suffisant. Il ne savait pas pour le RER à 5h30, ni pour le cahier bleu marine posé sur la table de nuit, ni pour la mère aux genoux abîmés, ni pour les 800 € qui manquaient encore. Ce n'était pas de la malveillance de sa part. C'était cette forme d'inattention confortable qui fait qu'on peut vivre 2 ans à 2 mètres de quelqu'un et ne jamais vraiment le voir, qui fait qu'on peut bénéficier du soin de quelqu'un chaque matin sans jamais se demander ce que cette personne rapporte chez elle le soir. Jusqu'au vendredi de novembre, où son assistante Lucie lui avait soumis la liste définitive des invités pour la confraternisation de fin d'année de la Cavalier Immobilier. Salon privatisé à la Défense, traiteur premium, open bar, discours pré-rédigés par elle comme chaque année. Renaud avait regardé la liste, avait pris son stylo et avait ajouté en bas, dans l'espace blanc sous le dernier nom d'associé, les noms des employés de soutien, la comptable, la réceptionniste et Simone Laurent. Lucie avait levé les yeux vers lui, avec une surprise discrète qu'elle n'avait pas exprimée à voix haute. Renaud n'avait rien dit pour expliquer. Il ne savait pas encore lui-même pourquoi il l'avait fait. Lucie avait envoyé les invitations le lendemain matin, par email, avec le carton numérique que le graphiste de l'agence avait conçu en 40 minutes sur un modèle déjà utilisé l'année précédente. Un fond anthracite, le logo de la Cavalier Immobilier en or, les informations pratiques en blanc. Samedi 14 décembre, à partir de 20h, Salon Prestige B, Tour Ariane, La Défense. Tenue de soirée souhaitée. Simone avait reçu l'email sur son téléphone un mercredi matin entre Châtelet et Opéra, debout dans la rame bondée de la ligne 7. Elle avait lu le message 2 fois. Tenue de soirée souhaitée. Elle avait regardé par la fenêtre noire du tunnel sans rien voir, puis avait rangé son téléphone dans la poche de sa veste et avait pensé à autre chose pendant tout le reste du trajet. Le soir, en rentrant à Saint-Denis, elle en avait parlé à sa mère, qui épluchait des carottes à la table de la cuisine en regardant les informations à bas volume sur la petite télévision posée sur le plan de travail. Sa mère avait dit « Tu y vas ». Simone avait dit « Je ne sais pas ». Sa mère avait dit « Tu y vas et tu t'habilles bien et tu rentres fière ». Sa mère disait souvent des choses comme ça, des phrases courtes et définitives, qui ne laissaient pas beaucoup de place à la négociation. Simone avait fini par dire « On verra ». Ce qui, dans leur langue commune, voulait dire oui. Elle n'avait pas de robe de soirée. Elle n'en avait pas eu besoin depuis des années, depuis le mariage de sa cousine à Bordeaux il y a 6 ans, pour lequel elle avait acheté une robe dans une boutique de prêt-à-porter qui lui avait coûté 68 €
et qu'elle avait revendue ensuite sur un site de seconde main. Acheter une robe pour la soirée n'était pas une dépense qu'elle pouvait inscrire dans le budget de décembre sans que quelque chose d'autre se déplace. Elle y avait réfléchi 2 jours avant de prendre sa décision. Le samedi suivant l'invitation, elle avait pris le métro jusqu'à Barbès, était entrée dans une des boutiques de tissus qui alignaient leurs rouleaux de couleurs depuis le sol jusqu'au plafond, et avait choisi un velours vert foncé, pas le vert criard, pas le vert pâle, le vert profond et mat qui ressemblait aux forêts dans les tableaux anciens, à 16 € le mètre. Elle avait pris 2 mètres. La vendeuse lui avait demandé ce qu'elle allait faire. Une robe, avait dit Simone. La vendeuse avait hoché la tête avec respect parce que le velours ne pardonnait pas les erreurs de coupe et qu'une robe en velours faite à la main sur une machine à coudre Singer de 30 ans d'âge était une chose que peu de gens tentaient encore. Simone cousait depuis ses 15 ans, depuis que sa mère lui avait montré comment tenir le tissu droit et comment corriger une manche qui tirait. Elle avait le patron en tête. Une coupe simple, ajustée aux épaules, évasée à partir des hanches, longueur sous le genou. Rien qui cherchait à impressionner, quelque chose qui cherchait à être juste. Elle avait travaillé sur la robe 3 semaines, le soir après le dîner et le dimanche matin pendant que sa mère dormait encore. Elle avait décousu et recousu l'encolure 2 fois parce qu'elle n'était pas satisfaite de la tombée. Elle avait repassé chaque couture à l'endroit et à l'envers. Le vendredi soir, avant la fête, elle l'avait suspendu à la fenêtre de sa chambre et l'avait regardé longtemps sous l'angle de la lumière du couloir pour voir s'il y avait quelque chose à reprendre. Il n'y avait rien à reprendre. La robe était bien. Pas parfaite avec la perfection impersonnelle des vêtements de boutique, mais bien vivante, faite à la main, à la mesure exacte de son corps. Sa mère était venue regarder par-dessus son épaule et n'avait rien dit pendant un moment. Puis elle avait posé une main sur le bras de Simone et avait dit « Tu es belle, ma fille ». Simone n'avait pas répondu. Elle avait remis la robe sur son cintre et était allée se coucher en pensant aux courses qu'elle devait faire le lendemain matin avant de se préparer. Le samedi soir du 14 décembre, Renaud était arrivé à la Défense à 20 heures précises, comme toujours, parce qu'arriver en premier était pour lui une forme de contrôle qu'il ne savait pas abandonner. Le salon Prestige B de la tour Ariane était grand, lumière dorée tamisée, table ronde drapée de blanc, un quartet de jazz installé sur une petite estrade dans l'angle gauche. Le traiteur finissait de disposer les verrines et les plateaux de charcuterie sur la table du buffet. Renaud avait vérifié que tout était conforme à ce qu'il avait commandé, avait serré la main du responsable de salle, s'était posté près de l'entrée avec un verre de champagne qu'il tenait sans boire, parce que boire trop tôt donnait l'impression de manquer d'assurance. Les associés étaient arrivés par grappes entre 20h10 et 20h40. Raphaël Dubois, 40 ans, socio-minoritaire depuis 4 ans, grands cheveux châtains coupés courts, la décontraction de quelqu'un qui sait qu'il est agréable à regarder, était arrivé avec sa femme Christine, qui travaillait dans la communication et qui était à l'aise dans ce genre de soirée comme dans son salon. Renaud avait embrassé Christine sur les 2 joues, avait serré la main de Raphaël, avait dit quelque chose de poli sur la fin d'année chargée et était passé au groupe suivant. Il était en mode automatique. Ce mode-là, il le connaissait par cœur. Les bons mots au bon moment, le sourire calibré, la poignée de main assurée, la présence efficace de quelqu'un qui est là sans vraiment être là. 40 minutes après le début de la soirée, il était en train d'expliquer quelque chose à son comptable, Marc Beaumont, à propos d'un projet en cours à Issy-les-Moulineaux, quand quelque chose dans son champ visuel périphérique l'avait arrêté net. Il ne sut pas immédiatement ce que c'était. Ce fut d'abord une couleur, ce vert profond, presque sombre, qui se déplaçait près de l'entrée, puis une silhouette qui ne ressemblait à aucune des silhouettes qu'il connaissait dans ce salon. Il n'avait pas fini sa phrase. Marc Beaumont avait dit quelque chose. Renaud n'avait pas entendu. Il avait regardé. C'était Simone. Et ce n'était pas Simone. C'était la même femme qu'il croisait chaque matin dans le couloir de son appartement. La même voix, les mêmes mains, mais tout le reste était différent d'une façon qu'il n'arrivait pas à nommer. Le cheveu lâché,
les boucles tombant librement sur les épaules, là où il n'avait jamais vu qu'un chignon pratique, un rouge à lèvres discret, brique foncée, qui donnait à son visage quelque chose d'achevé, de décidé. Et cette robe vert sombre qui épousait ses épaules avec la précision d'un vêtement fait pour elle, parce qu'il avait été fait pour elle, parce qu'elle l'avait fait elle-même. Elle avançait avec la prudence de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être à sa place, regardait autour d'elle avec des yeux attentifs, cherchait peut-être un visage connu, et cette prudence, cette façon de traverser l'espace sans prendre plus de place que nécessaire, contrastait avec quelque chose dans sa présence physique qui ne demandait pas la permission d'être là. Renaud percevit tout ça en quelques secondes, sans le formuler, et sentit quelque chose dans sa poitrine s'enfoncer et remonter en même temps, comme une vague courte et inattendue. « C'était pas censé être comme ça », murmura-t-il pour lui-même, si bas que même Marc Beaumont, à 50 centimètres de lui, n'entendit pas. Mais il ne comprit pas encore ce qu'il voulait dire par là. Marc avait repris sa phrase sur le projet d'Issy-les-Moulineaux. Renaud avait répondu quelque chose de sensé, parce que la partie de lui qui gérait les conversations professionnelles fonctionnait en autonomie depuis des années, et avait lentement déplacé son attention vers Simone, qui s'était approchée du buffet, avait pris un verre d'eau pétillante, pas de champagne, et s'était positionnée près de la réceptionnista du bureau, Nadia, avec laquelle elle échangeait maintenant quelques mots. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer. Elle ne cherchait pas à disparaître non plus. Elle était là, simplement dans sa robe vert sombre, avec ses boucles lâchées et son verre d'eau pétillante, et quelque chose dans cette simplicité avait un effet que Renaud n'aurait pas su décrire à quelqu'un d'autre. Il se dit qu'il devait aller la saluer en tant qu'hôte, comme il saluait tous les invités. Il s'en approcha 20 minutes plus tard, entre deux conversations, et dit bonsoir, content que tu aies pu venir, d'un ton égal et poli. Simone dit bonsoir, merci pour l'invitation, de la même façon qu'elle disait bonsoir, monsieur Cavalier, chaque matin dans le couloir, avec cette politesse tranquille qui ne coûtait rien et qui ne demandait rien. Renaud remarqua qu'elle le regardait dans les yeux avec cette franchise directe qu'il n'avait jamais remarquée avant, et dit 2 ou 3 choses sur le lieu, sur le traiteur, et repartit vers un groupe d'associés parce qu'il ne savait pas quoi dire d'autre. Dans son dos, il sentait le velours vert sombre sans le voir. Ce n'était pas rationnel. Il continua à travailler la salle. C'est peut-être 1 heure plus tard. Il n'aurait pas su dire l'heure exacte, parce que le temps avait commencé à se comporter de façon irrégulière depuis qu'elle était entrée, que Raphaël Dubois s'approcha de Simone. Renaud le vit de l'autre côté du salon, entre 2 épaules. Il vit Raphaël incliner la tête vers elle, avec ce sourire facile qu'il avait toujours eu avec les femmes. Pas désagréable, pas grossier, juste ce sourire de quelqu'un qui sait que son sourire fonctionne et qui l'utilise librement. Il vit Simone pencher la tête sur le côté. Hésiter, sourire sans le vouloir tout à fait, de ce sourire légèrement embarrassé de quelqu'un qui n'est pas sûr comment répondre à une attention qu'il n'attendait pas. Et il vit Raphaël lui tendre la main en direction de la piste, où quelques couples s'étaient formés autour du quartet de jazz qui jouait quelque chose de lent et de chaud. Simone hésita encore 1 seconde, puis prit la main tendue. Ce fut 1 seconde, pas davantage. Et quelque chose se contracta dans la poitrine de Renaud avec une violence discrète qu'il ne reconnut pas immédiatement pour ce que c'était, parce que ça faisait si longtemps que cette sensation n'était pas venue, que son corps avait presque oublié son nom. C'était de la jalousie, pas la jalousie raisonnée de quelqu'un qui a un droit sur quelqu'un d'autre. La jalousie viscérale, irrationnelle, de quelqu'un qui comprend dans son corps, avant que sa tête n'ait eu le temps de traduire qu'il est en train de regarder quelqu'un à qui il tient, quelqu'un à qui il n'avait pas su qu'il tenait, danser avec quelqu'un d'autre. Il se dirigea vers le DJ avec la décontraction calculée de quelqu'un qui a une raison précise d'aller là, demanda quelque chose à propos de la playlist avec des mots dont il n'aurait pas été capable de se souvenir 2 minutes plus tard, et resta. Il resta debout à quelques mètres de la piste, verre de champagne à la main, et regarda Simone danser. Elle dansait bien, pas avec la technique apprise de quelqu'un qui a pris des cours, mais avec cette aisance naturelle de quelqu'un dont le corps connaît la musique de l'intérieur.
Elle riait de quelque chose que Raphaël venait de dire, un rire réel, un peu surpris. Et dans ce rire, Renaud vit quelqu'un qu'il n'avait jamais vu dans son appartement. Légère, libre, complètement différente de la femme silencieuse qui essuyait le plan de travail de la cuisine chaque matin avec des gestes précis et économes. Pas une version moins vraie, une version plus entière. Il percevit cela avec une acuité qui lui fit mal, sans qu'il comprît exactement pourquoi cela faisait mal, et resta là jusqu'à ce que le morceau se termine et que Simone reprenne sa place près du buffet avec Nadia, et il repartit vers ses associés, en tenant son verre légèrement trop serré. La soirée se termina à minuit passé, dans ce ralentissement progressif que prennent toutes les fêtes d'entreprise, quand les gens ont bu suffisamment pour être détendus, mais pas assez pour perdre le sens de la hiérarchie. Quelques associés qui saluaient en cherchant leur manteau, quelques employés qui remerciaient avec la politesse de ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs d'avoir eu raison d'être là. Renaud serra des mains, dit les mots qu'il fallait dire, embrassa Christine Dubois sur les 2 joues, échangea quelques mots finaux avec Marc Beaumont sur un dossier qu'il fallait relire la semaine suivante. Il était efficace dans les fins de soirée comme il était efficace dans tout le reste, rapide, précis, sans traîner. Mais une partie de lui, depuis 1h30, cherchait Simone dans la salle sans qu'il se l'avoue clairement. Elle était près de la sortie, manteau déjà sur les épaules, un manteau beige en laine bouillie, propre et bien tenu, mais manifestement vieux à la façon dont les coutures avaient légèrement pâli aux épaules. Et elle regardait son téléphone avec cette expression concentrée de quelqu'un qui attend ou qui calcule quelque chose. Renaud s'approcha avec un verre d'eau qu'il avait attrapé sur un plateau pour avoir quelque chose à tenir. Elle leva les yeux. Il dit « Tu rentres comment ?» Ce n'était pas une question particulièrement subtile, mais ce n'était pas non plus une question avec une arrière-pensée formulée. C'était juste la question de quelqu'un qui avait remarqué le manteau beige et le téléphone et le regard calculateur, et qui faisait la connexion sans se l'interdire. Elle dit « J'allais commander un VTC. Le dernier RER pour Saint-Denis passe à minuit 22. » Il regarda l'heure sur sa montre. Minuit 12. Il dit « Mon appartement est à 10 minutes du tien. Je rentre maintenant. On peut partager le trajet, si tu veux. » Elle le regarda une demi-seconde de trop. Pas de méfiance. Plutôt cette évaluation rapide et discrète de quelqu'un qui a appris à ne pas accepter les propositions sans les sous-peser. Puis elle dit « D'accord, merci ». La voiture était une berline noire silencieuse dont le chauffeur conduisait avec la discrétion professionnelle de quelqu'un payé pour ne pas exister. Paris défilait derrière les vitres, les lumières du pont de Neuilly sur la Seine, les façades haussmanniennes illuminées du 16e, les artères larges et encore animées en dépit de l'heure. Renaud et Simone étaient assis côte à côte, avec l'espace raisonnable de 2 personnes qui se connaissent sans se connaître vraiment. Et le silence entre eux avait ce poids particulier des silences qui ne sont pas inconfortables, mais qui ne sont pas non plus neutres. Renaud regardait la ville par la fenêtre. Simone gardait son sac sur les genoux, les mains posées dessus, tranquille. Il pensa à dire quelque chose sur la soirée, quelque chose de poli et de vague, et il ne dit rien parce que les mots poli et vague lui semblèrent soudain insuffisants, et il ne savait pas quoi dire à la place. Il n'était pas dans la situation où ses compétences habituelles s'appliquaient. Il ne négociait pas, il ne présentait pas, il ne dirigeait pas. Il était juste là, dans une voiture sombre, qui sentait le désodorisant vanille, assis à 60 centimètres de la femme qui lavait ses fenêtres 2 fois par semaine. Et il ne savait absolument pas comment être dans cette situation. La voiture s'arrêta devant le boulevard qui menait vers Saint-Denis. Simone prit son sac, ouvrit la portière, puis se retourna une dernière fois avec cette politesse tranquille qui ne lui coûtait rien. « Merci pour l'invitation », dit-elle simplement. Renaud la regarda dans les yeux, 1 seconde, pas davantage, et dit « Vous méritez d'être là ». Il avait dit « vous ». Il la vouvoyait depuis 2 ans dans l'appartement parce que c'était le registre qu'il utilisait avec tous ses employés, parce que la distance professionnelle avait sa logique propre.
Mais en disant « vous méritez d'être là dans cette voiture sombre », avec ce ton qui sonnait plus sérieusement qu'il ne l'avait prévu, le mot vous prit une signification différente. Pas la distance professionnelle, quelque chose d'autre, quelque chose qui reconnaissait une personne entière, et pas seulement un poste dans un organigramme domestique. Simone ne répondit pas à ça. Elle hocha la tête, sortit de la voiture, et la portière se referma doucement. La berline repartit. Renaud regarda les feux arrière de la rue disparaître derrière le coin et n'essaya pas de mettre un nom sur ce qu'il ressentait. Il sortit son téléphone, ouvrit ses emails et lut sans retenir un seul mot de ce qu'il lisait jusqu'à l'arrivée devant chez lui. Les jours qui suivirent furent différents des autres jours et Renaud mit plusieurs jours à comprendre pourquoi ils étaient différents. Ce n'était pas que quelque chose avait changé dans l'appartement. L'appartement était exactement le même silence, les mêmes murs ivoires, le même canapé gris sur lequel il ne s'asseyait jamais. Ce qui avait changé, c'était lui. Une petite chose, à peine perceptible, comme un léger déréglage dans une mécanique qui avait fonctionné sans faille depuis 5 ans. Il se retrouvait à remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées avant. Le lundi matin, en passant dans la cuisine pour son premier café, il vit Simone écrire quelque chose sur le post-it vert du réfrigérateur. Thym, paprika fumé, yaourt nature, avec la concentration précise de quelqu'un qui fait un inventaire mental depuis la veille au soir. Il s'était demandé comment elle savait ce qui manquait. Il ne lui avait jamais demandé de faire les courses, n'avait jamais établi de liste. Elle avait simplement commencé à le faire, à un moment, parce qu'elle avait remarqué que le réfrigérateur se vidait et qu'il ne mangeait pas correctement quand il n'y avait rien de préparé. Cette évidence qu'elle faisait des choses qui n'étaient pas dans le contrat, non par dépassement de ses attributions, mais par soin naturel et discret, lui traversa l'esprit avec une netteté qu'il n'avait pas ressentie avant. Il prit son café et alla dans son bureau sans rien dire, comme toujours. Mais il avait vu. Le mercredi, en rentrant plus tôt que d'habitude, 16h40, une réunion annulée, il trouva Simone et David installés sur le carrelage du salon autour d'un projet de géographie que David devait rendre le lendemain. David avait 9 ans et détestait la géographie avec la passion sincère d'un enfant qui n'en voyait pas l'utilité. Simone avait découpé une carte de France dans un magazine de géologie ancien et lui expliquait les reliefs avec le ton de quelqu'un qui trouvait vraiment que les reliefs étaient une chose intéressante. Pas le ton d'un adulte qui fait semblant de trouver intéressant ce dont un enfant a besoin d'apprendre, mais le ton de quelqu'un qui avait réellement envie que David comprenne pourquoi les Alpes étaient là où elles étaient. David écoutait avec cette concentration rare chez lui, le menton posé dans la main, les yeux sur la carte. Renaud s'était arrêté dans l'encadrement de la porte sans qu'il l'ait entendu entrer. Il regarda la scène, sa carte de géologie découpée, les deux têtes penchées ensemble sur le carrelage, la voix basse et patiente de Simone, et percevit quelque chose qui ressemblait à de la chaleur dans un endroit de sa poitrine qui était froid depuis longtemps. Il toussota légèrement pour signaler sa présence. David leva les yeux et dit « Papa t'a vu, les Alpes, c'est à cause des plaques tectoniques. » Renaud dit « Oui, je vois. » Et regarda Simone qui se relevait avec calme, comme si la scène était ordinaire, parce que pour elle, elle l'était. Elle avait fait ça chaque fois que David avait besoin d'aide depuis 2 ans et personne ne lui avait demandé et elle ne l'avait jamais mentionné. Ce fut la note, cependant, qui le toucha le plus. Un mardi soir, il était rentré à 22h après 2 jours de réunion qui avaient empiété sur les repas de la même façon habituelle. Il ouvrit le réfrigérateur pour chercher quelque chose et trouva sur la grille du haut un bol recouvert de film alimentaire avec un post-it jaune collé dessus. L'écriture était nette, légèrement inclinée à droite. Bouillon de poulet, hier soir. 2 jours sans manger, c'est trop. Il y a du pain dans la boîte. Elle n'avait pas signé. Elle n'avait pas mis de point d'interrogation, ni d'émoticône, ni aucune de ces atténuations que les gens ajoutent quand ils ne sont pas sûrs d'avoir le droit de dire quelque chose. Elle avait juste écrit ce qui était vrai, avec la directness tranquille de quelqu'un qui sait que la vérité n'a pas besoin d'être emballée pour être entendue. Renaud lut le post-it 2 fois, sortit le bol, le réchauffa. S'assit à la table de la cuisine
pour la première fois depuis des semaines, à la table, pas debout au comptoir, et mangea le bouillon de poulet qui était épais et chaud et qui sentait le thym et le poivre blanc, et dans ce goût simple, il y avait quelque chose qui ressemblait à du soin, quelque chose qui n'avait pas de prix dans un catalogue et qui coûtait pourtant quelque chose à quelqu'un. Il resta assis encore 10 minutes après avoir fini, les deux mains autour du bol vide. Il se demanda pour la première fois depuis combien de temps quelqu'un avait pensé à lui, pas à ses dossiers, pas à ses clients, pas à ses décisions de directeur, mais à lui, à son corps, à sa fatigue, à son ventre vide. Il ne trouva pas de réponse qui lui plaisait. Le jeudi de la semaine suivante, il pleuvait sur Paris de cette pluie de décembre, qui n'est pas violente, mais qui est constante et froide, et qui s'infiltre partout, dans les cols de manteau et les chaussures pas tout à fait imperméables, et la fatigue des gens qui attendent le bus depuis trop longtemps. Renaud était rentré à 21h passées, plutôt que d'habitude parce qu'une présentation avait été repoussée, et il fut surpris, en entrant dans le couloir, d'entendre un bruit dans la cuisine. Simone était là, debout près de la fenêtre, manteau sur les épaules, sac à main posé sur le plan de travail. Elle avait l'air de quelqu'un qui attend depuis un moment sans se plaindre de l'attente, parce que se plaindre de l'attente ne changerait pas l'attente. Elle dit « Bonsoir, monsieur Cavalier » avec son ton habituel, puis expliqua que le bus était en retard, 40 minutes de retard à cause d'un accident sur le boulevard, et qu'elle avait préféré attendre à l'abri plutôt que sous la pluie à l'arrêt. Elle espérait que ça ne le dérangeait pas. Il dit « Bien sûr que non, enlevez votre manteau ». Elle dit « Ce n'est pas la peine, ça ne devrait plus tarder ». Il dit « Je fais du thé de toute façon ». Ce n'était pas tout à fait vrai. Il ne faisait jamais de thé le soir. Il ne buvait jamais de thé. Il avait de l'Earl Grey dans un placard depuis 18 mois que Lucie avait acheté pour des réunions qui ne nécessitaient finalement pas de thé. Mais quelque chose dans l'image de Simone, debout sous la pluie, à l'arrêt de bus dans son manteau beige, lui avait semblé inacceptable d'une façon qu'il n'aurait pas pu expliquer clairement. Elle hésita une seconde de plus, cette évaluation rapide qu'il commençait à reconnaître, puis posa son sac et enleva son manteau. Ils burent le thé à la table de la cuisine, face à face, avec le bruit de la pluie contre la vitre et les lumières de la ville floues derrière le verre mouillé. C'était la première fois qu'ils étaient assis ensemble sans qu'il y eût une tâche entre eux, sans que Simone soit en train de travailler et Renaud en train de passer. La première fois, en 2 ans de cohabitation quotidienne, qu'ils occupaient le même espace sans que cet espace soit défini par leur rôle respectif. Il y eut d'abord quelques minutes de silence qui n'étaient pas inconfortables, juste inhabituels. Puis Renaud demanda, sans avoir vraiment décidé de demander, parce que la question était venue naturellement dans ce silence particulier, comment allait sa mère. Simone le regarda avec une surprise qu'elle ne cacha pas tout à fait, parce qu'en 2 ans, c'était la première fois qu'il lui posait cette question. Puis elle dit « Mieux que l'été dernier. Les médicaments ont été ajustés. Ça stabilise la tension. » Elle s'arrêta une seconde, puis ajouta « Elle a 61 ans et elle a les genoux d'une femme de 75. » Renaud dit « Il n'y a pas de solution. » Simone dit « Non. Pas de solution, juste de la kinésithérapie et de la patience. » Et quelque chose dans la façon dont elle dit ça, sans se plaindre, sans chercher de la sympathie, juste en nommant les choses telles qu'elles étaient, lui donna envie de continuer à écouter. Il demanda depuis combien de temps elle vivait à Saint-Denis. Elle dit 12 ans. Elle avait emménagé là avec sa mère quand son père était parti, une formulation sobre qui comprimait une histoire entière dans 4 mots. Elle ne développa pas, et Renaud ne demanda pas. Puis il y eut un silence, et Simone demanda, avec la même directness tranquille, comment allait David. Renaud répondit, et quelque chose se dénoua légèrement dans sa façon de parler. Il ne fit pas la réponse courte et satisfaisante qu'il donnait quand on lui demandait comment allait son fils. Il dit la vérité. David allait bien en général, mais Renaud avait l'impression de le rater sur des détails importants, de toujours être là à la moitié, d'arriver après les moments où sa présence aurait compté. Simone l'écouta sans l'interrompre, puis elle dit « Il parle de vous plus que vous ne croyez.
Et Renaud percevit dans cette phrase simple quelque chose qui ressemblait à du pardon sans qu'il en ait demandé. Ils parlèrent encore 20 minutes. Le bus arriva. Simone remercia pour le thé avec la même politesse tranquille qu'elle mettait dans tout ce qu'elle disait, remit son manteau, prit son sac et disparut dans l'ascenseur. Renaud resta debout dans la cuisine avec 2 tasses vides sur la table et la pluie qui continuait de tomber contre la fenêtre. Et il ne bougea pas pendant quelques minutes, ce qui était inhabituellement long pour lui. Renaud, qui n'avait pas l'habitude de rester debout sans rien faire, Renaud, dont le corps était conditionné depuis des années à passer du déplacement à la tâche sans jamais s'arrêter entre les deux. Il regarda les 2 tasses. Il pensa à la phrase « Il parle de vous plus que vous ne croyez ». Il pensa au bouillon de poulet, aux post-it jaunes, aux Alpes et aux plaques tectoniques sur le carrelage du salon. Et il percevit, pour la première fois avec une précision qui ne lui laissait plus beaucoup d'ambiguïté, que la femme qui partait dans ce bus, mouillé vers Saint-Denis, ne faisait pas partie du décor de son appartement, qu'elle n'avait jamais fait partie du décor, que c'était lui qui avait décidé de la voir comme ça, parce que voir les gens tels qu'ils sont coûte quelque chose, et qu'il y avait longtemps qu'il n'investissait plus dans des choses qui coûtaient quelque chose de personnel. Les jours qui suivirent, quelque chose avait changé dans la façon dont il traversait son propre appartement. Il n'arrivait plus à passer devant la cuisine sans noter l'heure à laquelle Simone était arrivée, sans entendre sa voix qui échangeait 2 phrases avec David avant que ce dernier parte à l'école, sans remarquer les petits signes de son passage. La serviette pliée en triangle sur le rebord du lavabo, le courrier trié par ordre d'urgence sur le coin du plan de travail, la plante verte sur le rebord de la fenêtre qui avait été arrosée. Il commença à rentrer du bureau à des heures légèrement moins impossibles. 20h, 20h30 au lieu de 22 heures passées, sans se formuler clairement pourquoi. Il y avait dans ce changement quelque chose de l'ordre d'un espoir indéfini. Quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer avec précision, mais qui ressemblait à une direction que son corps avait choisie avant que sa tête ne le valide. Le vendredi suivant la conversation du thé, en croisant Simone dans le couloir, il lui demanda si sa mère allait bien. Elle s'arrêta, le regarda avec cette légère surprise qu'il commençait à connaître et dit oui. « Merci de demander ». 4 mots. « Merci de demander ». Comme si le fait de demander était quelque chose qu'on ne faisait pas souvent avec elle, quelque chose qui méritait d'être remarqué parce qu'il était rare. Ce fut Raphaël Dubois qui fit tout exploser. Renaud ne le sut pas immédiatement. Il l'apprit d'une façon détournée, comme on apprend les choses qui vous concernent dans les milieux où la discrétion est une convention et le commérage un sport, par un commentaire glissé, une intonation, une question posée de biais. Ce fut son assistante Lucie qui, sans y penser à mal, lui dit en passant « Patricia a appelé ce matin pendant votre réunion. Elle veut vous parler d'un truc urgent concernant David. » Renaud rappela Patricia ce soir-là, depuis son bureau, avec le réflexe conditionné de quelqu'un qui a appris à traiter les communications avec son ex-femme comme des dossiers, proprement, rapidement, sans traîner. Patricia Morel avait 42 ans. Était directrice artistique dans une agence de design à Boulogne-Billancourt et avait conservé depuis leur séparation une lucidité froide sur Renaud qui ne l'avait jamais rendu facile à surprendre. Il entendit dans sa voix, dès les premières secondes, quelque chose qui n'était pas de l'inquiétude, mais quelque chose de plus calculé, de plus positionné, la voix de quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'elle allait dire et qui l'a organisé. Elle dit « J'ai entendu des choses à propos de ta soirée de fin d'année. » Il dit « Quoi comme chose ?» Elle dit « Raphaël dit que tu ne regardais pas grand-chose d'autre que ta femme de ménage de toute la soirée. » Il y eut un silence. Renaud dit « Raphaël exagère. » Elle dit « Peut-être. Mais je ne peux pas laisser David dans un appartement où la situation est instable. » Et quand Renaud demanda ce qu'elle entendait exactement par instable, elle dit les mots qu'il ne voulait pas entendre. « Je veux revoir les termes de la garde. » L'avocat s'appelait Maître Fontaine, 60 ans, cheveux blancs coupés courts, le ton de quelqu'un qui a vu suffisamment de divorces pour ne plus être surpris par rien, mais qui reste capable d'être direct. Renaud le vit en urgence le lendemain matin dans son cabinet du 8e arrondissement.
Maître Fontaine écouta le résumé de la situation avec l'attention professionnelle de quelqu'un qui prend des notes dans sa tête sans montrer qu'il les prend. Puis il dit « Posez les deux mains à plat sur le bureau. Dans l'état actuel du dossier, vous êtes dans une position solide pour la garde. Votre situation financière est stable, votre logement est adapté. David est bien scolarisé dans le 6e. Mais, et ce mais avait le poids de quelque chose qu'on pose avec précaution, si Patricia décide de monter un dossier basé sur ce que Raphaël Dubois dit avoir observé, n'importe quel avocat adverse construira une narration autour de la relation entre l'employeur et l'employé domestique. Ce n'est pas une question de morale, lui dit Maître Fontaine. C'est une question de perception devant un juge aux affaires familiales. Toute ambiguïté sera utilisée. Renaud demanda « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» L'avocat dit « Maintenez une distance professionnelle absolue et documentée avec votre employé de maison. Si vous avez le moindre doute sur la neutralité de la situation, reposez-vous la question de son maintien dans le poste. » Renaud rentra chez lui à pied depuis le cabinet, sous un ciel bas et gris, et marcha 20 minutes sans regarder où il allait. Ce qu'il fit ensuite, il le sut en le faisant, que c'était lâche. Il n'y avait pas d'autre mot pour ça. Il recommença à traiter Simone comme il la traitait avant la soirée, avec cette politesse efficace et distante qui maintenait la frontière professionnelle sans jamais la franchir, ni même l'effleurer. « Bonjour Simone. Merci Simone. Bonne journée Simone. » Les phrases utiles, courtes, neutres, sans intonation particulière. Il ne passa plus dans la cuisine pendant qu'elle travaillait. Il ne lui demanda plus comment allait sa mère. Quand David lui parla de Simone au dîner, il écouta sans commenter. Il était redevenu, dans la mécanique de son propre appartement, l'employeur qui signe un chèque le 1er du mois et ne pose pas de questions. Il savait que c'était lâche. Il savait que la raison officielle, protéger la garde de David, était vraie et en même temps insuffisante. Parce que la vraie raison, la raison sous la raison, était la peur. Pas la peur d'un juge aux affaires familiales. La peur de vouloir quelque chose qu'il ne savait pas comment vouloir. La peur de laisser quelqu'un voir qu'il y avait de la place en lui pour être touché par quelqu'un. Cette peur spécifique des gens qui ont construit leur vie entière sur la compétence et le contrôle, et qui comprennent soudain que la compétence et le contrôle ne servent à rien pour les choses qui comptent vraiment. C'était plus simple de reculer. Il recula. Simone perçut le changement le 1er jour. Elle ne dit rien parce que Simone ne disait jamais rien sans avoir quelque chose de concret à dire, mais elle le perçut dans le ton, dans l'absence de regard direct, dans ce « bonjour Simone » prononcé avec cette politesse précise et sans chaleur qui était exactement le bonjour que l'on dit à quelqu'un qu'on ne veut pas voir. Elle ne savait pas pourquoi. Elle chercha une raison rationnelle, quelque chose qu'elle aurait mal fait, un oubli. Une tâche bâclée. Elle vérifia tout ce qu'elle faisait avec une rigueur redoublée pendant 3 jours. Rien n'était différent dans son travail. Tout était différent dans la façon dont il la regardait, ou plutôt dans la façon dont il ne la regardait plus. Et cette différence lui arrivait comme une humiliation silencieuse, d'autant plus difficile à supporter qu'elle ne portait pas de nom, qu'il n'y avait rien à contester, rien à corriger. On ne peut pas se défendre contre quelqu'un qui vous traite correctement et qui en même temps décide que vous n'existez plus. Elle pensa à la soirée. Elle pensa au trajet en voiture. Elle pensa à la conversation du thé un jeudi soir sous la pluie. Et elle comprit, sans avoir les détails, qu'il s'était passé quelque chose depuis, quelque chose qui avait rendu cette conversation impossible à répéter, quelque chose qui avait remis à leur place les frontières qu'ils avaient laissé se flouter ce soir-là, et que Renaud avait décidé que le flou était une erreur. Elle n'était pas stupide. Elle avait 13 ans d'expérience dans des maisons où les frontières sociales étaient des faits structurels, aussi solides que les murs porteurs, et elle savait exactement ce que ce recul signifiait, que pour un moment, brièvement, il avait oublié que les catégories existaient, et qu'ensuite il s'en était souvenu. Elle remit la lettre le vendredi. 2 feuillets imprimés, tirés depuis la bibliothèque de Saint-Denis le matin même, rédigés avec soin et sans emphase, démission avec préavis de 2 semaines, conformément aux termes du contrat.
Renaud était dans son bureau quand elle frappa à la porte ouverte et posa les 2 feuillets sur le bord du bureau sans les pousser vers lui. Il lut le document sans l'avoir cherché du regard, puis leva les yeux vers elle. Simone était debout dans l'encadrement de la porte, les mains le long du corps, droite, pas rigide, droite, avec cette posture de quelqu'un qui a décidé quelque chose et qui n'en est pas à l'étape des doutes. Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'était pas la question intelligente, mais c'était la seule qui lui vint, parce qu'une partie de lui n'avait pas prévu que les conséquences de son recul seraient si immédiates, si concrètes. Elle le regarda dans les yeux, cette franchise directe qu'il avait appris à reconnaître depuis la soirée, et dit, sans élever la voix, « Je n'ai pas besoin d'un emploi où j'ai l'impression de déranger. Pas de reproche dans le ton, pas de larmes, pas de tirade. Juste l'énoncé simple et propre d'une vérité avec la dignité de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mendier sa place et qui n'allait pas commencer maintenant. » Renaud ouvrit la bouche. Il avait quelque chose à dire. Il ne savait pas quoi exactement, mais il y avait quelque chose. Il le sentait monter dans sa gorge avec l'urgence des choses qu'on ne sait pas formuler. Il referma la bouche, la regarda partir. La porte se referma doucement, avec ce bruit précis de quelqu'un qui ne claque rien. Et Renaud resta assis derrière son bureau, la lettre de démission posée devant lui, et percevit que quelque chose venait de se terminer d'une façon irréversible, et que c'était entièrement de sa faute. Les 3 semaines qui suivirent furent les plus étranges de sa vie adulte. Tout fonctionnait. Il allait au bureau, il prenait ses réunions, il lisait ses dossiers, il répondait à ses emails. De l'extérieur, à ses associés, à Lucie, au monde entier, Renaud Cavalier était exactement ce qu'il avait toujours été, efficace, présent, maître de lui-même. De l'intérieur, quelque chose avait la texture d'un appartement vide entre 2 visites de David, mais multiplié par quelque chose qu'il ne pouvait pas isoler ni quantifier. L'appartement était propre, une remplaçante de l'agence était venue 2 fois par semaine, discrète et compétente, qui ne laissait pas de post-it sur le réfrigérateur et ne découpait pas de carte de France pour aider les enfants à comprendre la tectonique des plaques. Le réfrigérateur était plein parce qu'il avait donné une liste à Lucie. La plante, sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, commençait à jaunir parce qu'il oubliait de l'arroser. Il la regardait jaunir sans faire le geste. David posa la question pour la première fois le lendemain du dernier jour de préavis de Simone, un mercredi soir à table, en trempant une tartine dans son bol de soupe, avec la concentration de quelqu'un qui pense à autre chose. Il dit « Simone, elle vient plus ?» Renaud dit « Non, elle a trouvé autre chose. » David dit « Quoi comme autre chose ?» Renaud dit « Je ne sais pas exactement. » David hocha la tête d'une façon qui montrait qu'il n'était pas convaincu par la réponse, mais qu'il ne savait pas encore quoi en faire. Il finit sa soupe sans poser d'autres questions. Renaud regarda son fils manger et sentit la culpabilité familière se mélanger à quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait pas de nom propre, mais qui ressemblait au sentiment de n'avoir pas été à la hauteur d'une situation qui méritait mieux que ce qu'il lui avait donné. David posa la question une 2e fois le vendredi en rangeant son cartable. « Est-ce qu'elle va revenir ?» « Non, elle était partie à cause de lui. » Renaud ne dit pas ça. Il dit « Parfois les gens changent de travail, c'est normal. » David dit « Mais elle était bien ici. » Renaud dit « Oui. » et ne trouva rien d'autre à ajouter, parce que c'était la vérité, sans atténuation possible. Elle était bien là, il l'avait laissée partir, et expliquer pourquoi à un enfant de 9 ans aurait nécessité de lui expliquer des choses qui n'avaient pas encore de forme claire dans sa propre tête. La 3e fois, David demanda si on pouvait lui envoyer un message. Renaud dit qu'il n'avait pas son numéro personnel, ce qui était vrai et en même temps révélateur, d'une façon qui lui fit monter quelque chose dans la gorge. 2 ans. Il avait vécu 2 ans avec Simone dans son appartement 5 jours par semaine et il n'avait jamais eu son numéro personnel. Il avait le numéro de l'agence. Il avait son IBAN pour les virements. Il n'avait pas son numéro à elle. La 4e question vint le lundi suivant. La 5e, le mercredi d'après. Et ainsi de suite, avec la régularité tranquille d'un enfant qui n'oublie pas les gens qui l'ont vraiment regardé et qui ne comprend pas pourquoi les adultes, eux, semblent avoir cette capacité.
Ce furent ces questions, plus que n'importe quoi d'autre, qui finirent par traverser la carapace. Non pas parce qu'elle lui rappelait Simone. Elle ne disparaissait pas de ses pensées de toute façon. Elle était là chaque matin dans l'appartement silencieux où la plante continuait de jaunir et où le réfrigérateur était plein de choses que personne n'avait choisies avec soin. Mais parce qu'elle lui renvoyait quelque chose d'irréfutable. Son fils, 9 ans, voyait clairement ce qu'il refusait de voir. Les enfants font ça, parfois. Ils nomment simplement ce qui est, sans les filtres que les adultes construisent pour se protéger de ce qui est. Et chaque fois que David demandait « Est-ce qu'elle va revenir ?», Renaud entendait en dessous quelque chose de plus large. Est-ce que tu vas faire quelque chose ou est-ce que tu vas continuer à laisser partir les gens, bien qu'ils passent dans ta vie, parce que tu as peur de ce que ça signifie de les retenir? Ce n'était pas ce que David disait. C'était ce que Renaud comprenait de plus en plus clairement, dans ces semaines où l'appartement blanc et propre avait la qualité de silence particulière des endroits où quelque chose manque. Un samedi matin, 3 semaines et 2 jours après le départ de Simone, il avait compté sans l'avoir décidé. Les chiffres s'étaient imposés d'eux-mêmes. Renaud se leva à 8 heures, se fit un café, s'assit à la table de la cuisine et regarda la plante pendant 10 minutes. Les feuilles du bas étaient entièrement jaunes. Il y avait une branche du milieu qui cherchait encore la lumière de la fenêtre, fine et verte, avec cette obstination des choses vivantes qui continuent malgré tout. Il se leva, prit le verre qui était à côté de la machine à café, le remplit d'eau et arrosa la plante pour la première fois depuis que Simone était partie. Puis il alla dans sa chambre, s'habilla avec les vêtements du week-end, jean, pull gris, manteau, prit ses clés et son téléphone et sortit. Il avait l'adresse. Il l'avait dans le dossier de l'agence depuis 2 ans. Il n'avait jamais eu aucune raison de la consulter, et pourtant il s'en souvenait avec la précision des choses qu'on a lues une fois et que quelque chose en soi a décidé de retenir sans qu'on lui ait demandé. Saint-Denis, le RER B depuis la gare du Nord. 15 minutes. Il prit le métro depuis Trocadéro jusqu'à la gare du Nord, puis le RER. Et regarda les stations défiler avec la conscience nette de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas rattraper si ça se passait mal. Il n'avait pas appelé avant. Appeler avant lui aurait donné la possibilité de préparer ce qu'il allait dire, ce qui lui aurait donné la possibilité de se retrouver devant une porte avec un discours. Et Renaud savait, avec la lucidité de quelqu'un qui a passé sa vie à construire des discours convaincants, que c'était exactement le contraire de ce dont il avait besoin. Ce dont il avait besoin, c'était d'arriver sans filet. C'était peut-être la première décision vraiment courageuse qu'il prenait depuis des années. Pas le courage des salles de réunion, où tout se passe selon un protocole maîtrisé, mais le courage simple et légèrement nauséeux de sonner à une porte en ne sachant pas ce qui allait se passer après. L'immeuble était un bâtiment des années 70 en briques claires, propres, avec un interphone dont plusieurs étiquettes avaient été réécrites à la main. Laurent, 3e étage, appartement 12. Il sonna, il attendit. Il y eut un silence, puis une voix dans l'interphone. Pas la voix de Simone, une voix plus âgée, un peu rauque, avec l'intonation de quelqu'un qui ne répond pas à l'interphone le samedi matin avec une joie particulière. Oui, il dit « Bonjour madame, je cherche Simone Laurent. Je m'appelle Renaud Cavalier. » Un silence. Puis, montez. La porte s'ouvrit avec un bourdonnement. Il monta les 3 étages à pied, lentement, avec les mains dans les poches de son manteau. Le couloir du 3e étage sentait le café et quelque chose qui ressemblait à de la brioche ou du pain au lait, une odeur chaude et réelle qui contrastait avec le couloir de son appartement du 16e qui ne sentait jamais rien d'autre que l'eucalyptus. La porte du numéro 12 était déjà entr'ouverte. Il frappa quand même. Ce fut Simone qui ouvrit. Elle portait un jean et un pull bordeaux, les cheveux attachés haut, pas de maquillage, la version qu'il connaissait depuis 2 ans, la version du quotidien, de 7 heures du matin sur le carrelage de sa cuisine. Elle le regarda avec une expression qu'il ne sut pas lire immédiatement, ni surprise, ni froide, quelque chose entre les deux, quelque chose de prudent,
de légèrement en retrait, la posture de quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'on vient lui apporter et qui préfère ne rien montrer avant de le savoir. Derrière elle, dans le couloir de l'appartement, il aperçut une femme plus âgée disparaître dans ce qui devait être la cuisine. La mère, Geneviève, qui avait dû décider que cette conversation méritait de se faire sans témoin. Simone ne l'invita pas à entrer. Elle resta dans l'encadrement de la porte, les deux mains sur le chambranle, et attendit. Il prit une inspiration. Il dit, et les mots vinrent d'un endroit en lui qui n'était pas l'endroit des discours préparés, qui était quelque chose de plus nu et de moins confortable. « Je ne viens pas te proposer de reprendre le travail. » Il marqua une pause. Elle ne dit rien, ne changea pas d'expression. Il continua. « Je viens m'excuser de m'être comporté comme un lâche et te demander si tu accepterais de dîner avec moi, en tant que personne, pas comme employeur. » Le silence qui suivit eut la durée exacte des silences dans lesquels quelqu'un prend la mesure de ce qu'il vient d'entendre et décide s'il mérite une réponse honnête. Simone le regarda dans les yeux, cette franchise directe qu'il avait appris à reconnaître, qu'il n'avait plus vue depuis des semaines et dont l'absence lui avait coûté plus qu'il ne se l'était avoué. Puis elle dit « Vous savez que ça complique tout pour vous. » Il nota le « vous ». Elle le vous voyait encore, ce qui était juste, ce qui était logique, ce qui était la seule façon sensée de se parler encore entre eux à ce stade. Il dit « Je sais, j'ai choisi quand même ». Il vit quelque chose traverser son visage, pas un sourire, quelque chose de plus intérieur, quelque chose qui évaluait et qui ne donnait pas encore son verdict. Elle dit « Je dois y réfléchir ». Il dit « Bien sûr ». Elle dit « Je vous réponds dans la semaine ». Il hocha la tête. Il n'insista pas. Il dit au revoir, Madame Laurent, avec ce registre légèrement formel qui était la seule façon qu'il avait de montrer qu'il la respectait assez pour ne pas faire pression. Et il redescendit les 3 étages, sortit dans la rue froide et grise de Saint-Denis et marcha jusqu'à la station de RER en sentant quelque chose se déposer dans sa poitrine. Pas de l'espoir exactement, quelque chose de plus fragile que ça, quelque chose qui ressemblait à la sensation d'avoir dit la vérité pour la première fois depuis longtemps. Elle appela le jeudi soir à 19h. Il était encore au bureau. Il décrocha à la première sonnerie, ce qui ne lui ressemblait pas. Il laissait toujours sonner 2 ou 3 fois pour ne pas donner l'impression d'attendre. Il avait attendu. Elle dit « J'ai réfléchi ». Il dit « Et ?» Elle dit « Vous connaissez Belleville ?» Il dit « Un peu ». Elle dit « Il y a un bistrot rue Ramponneau qui s'appelle Chez Marcel, samedi soir à 20h. Les places sont à 15 € et c'est meilleur que partout où vous allez d'habitude. » Il y eut un silence pendant lequel Renaud sourit, un sourire réel, petit, qu'il ne contrôlait pas entièrement. Il dit « Samedi à 20h, rue Ramponneau ». Elle dit « Ne mettez pas de costume » et raccrocha. Chez Marcel n'était pas facile à trouver. Rue Ramponneau, Belleville, entre une épicerie de nuit dont les caisses de légumes débordaient sur le trottoir et un salon de coiffure avec une affiche en cyrillique dans la vitrine. La façade du bistrot était étroite, la peinture de l'enseigne légèrement écaillée sur les bords, 2 tables en terrasse, rentrées pour l'hiver. À l'intérieur, des tables en bois sombre rapprochées les unes des autres, une ardoise au mur avec les plats du soir écrits à la craie blanche, des ampoules nues suspendues au plafond par des fils tressés, la lumière chaude et un peu irrégulière de quelque chose qui avait été conçu pour que les gens se voient et s'entendent, et pas pour qu'ils soient impressionnés. Ça sentait le vin chaud, le beurre, l'ail et le romarin. Renaud arriva à 20h-5 en jean sombre et pull en laine bleu marine, pas de costume comme elle lui avait dit, et se sentit légèrement dépaysé de la façon dont on se sent dépaysé dans un endroit où on n'a pas de repères, mais où quelque chose immédiatement semble juste. Le patron, Marcel lui-même à ce qu'il sembla, un homme d'une 60aine d'années avec une moustache et des avant-bras de quelqu'un qui a soulevé des casseroles toute sa vie, lui demanda s'il avait réservé. Renaud dit non. Le patron dit 2 personnes. Ce n'était pas une question. Il désigna une table dans le coin gauche, contre le mur, avec 2 chaises dont les dossiers se touchaient presque. Simone arriva à 20h02. Jean Boots, un manteau rouge qu'il ne lui avait jamais vu.
Elle ne portait pas son manteau de travail. Ce détail atteignit Renaud avec une netteté inattendue, parce qu'il signifiait qu'elle était venue en tant qu'elle-même, dans ses propres vêtements du soir, pas dans les vêtements de quelqu'un qui se prépare à traverser le 16e à 7 heures du matin. Elle repéra la table, vint s'asseoir en face de lui, avec la même posture tranquille et droite qu'il connaissait depuis 2 ans, posa son manteau sur le dossier de la chaise et le regarda. Il y eut une seconde de silence. Pas un silence gêné. Un silence de 2 personnes qui se voient vraiment pour la première fois, sans le filtre d'un rôle qui dit ce qu'on est censé être l'un pour l'autre. Il dit « Tu avais raison pour le costume ». Elle dit « Je me doutais que vous n'aviez pas beaucoup de pulls ». Il sourit. Elle sourit aussi. Pas le sourire poli et mesuré de l'employé qui sourit à son employeur. Quelque chose de plus vrai que ça. Quelque chose qui atteignait les yeux. Le patron apporta une carafe de vin rouge sans qu'on lui ait demandé, parce que c'était ce qu'il faisait avec tout le monde chez lui, et reposa 2 menus sur la table avec la nonchalance détendue d'un homme dans son propre espace. Renaud regarda la carte. Terrine maison, joues de bœuf aux carottes confites, tarte tatin pour finir, des plats simples, cuisinés, dont les mots eux-mêmes avaient une densité que ne possédaient pas les menus de 12 lignes en italique que ces restaurants habituels proposaient. Simone commanda la joue de bœuf sans hésiter, parce qu'elle connaissait la maison. Il commanda la même chose. Le vin était tannique et légèrement rustre, le genre de vin qu'on ne sert pas dans des verres en cristal, et qui était meilleur pour ça. Ils commencèrent à parler, lentement d'abord, avec cette prudence de 2 personnes qui sortent d'une situation compliquée et qui ne savent pas encore tout à fait où se repositionner. Et puis plus naturellement, parce que la table était petite, et la lumière chaude et le vin bon, et parce qu'entre eux, depuis ce jeudi soir sous la pluie avec 2 tasses de thé Earl Grey sur la table de la cuisine, il y avait quelque chose qui avait été dit, qui ne pouvait plus être non dit. Renaud lui parla de David, avec une honnêteté qu'il ne s'accordait pas souvent, la culpabilité du père qui travaille trop, la peur de devenir le souvenir vague d'un homme en costume dans l'appartement, plutôt que le père dont un enfant se souvient. Simone écouta sans interrompre. Puis, elle dit quelque chose qui s'installa en lui avec le poids des vérités simples. Vous êtes là quand vous décidez de l'être. C'est ça, la question. Pas les heures, pas les réunions. Juste la décision d'être là. Il ne répondit pas immédiatement. Il remplit son verre, prit une bouchée de la joue de bœuf qui se défaisait dans la bouche avec la douceur des choses cuites longtemps et avec soin, et dit « Tu as raison. 2 mots. » Elle hocha la tête. La joue de bœuf arriva avec des carottes confites qui sentaient la badiane et le miel, fondantes et légèrement sucrées, avec une purée qui n'était pas la purée lisse et aérienne des restaurants gastronomiques, mais quelque chose de plus épais, de plus réel, avec des morceaux qui rappelaient qu'il y avait eu des pommes de terre et une main qui avait écrasé. Renaud mangea avec une attention qu'il n'avait pas eue depuis des mois pour un repas. L'attention de quelqu'un qui goûte vraiment, qui est présent dans chaque bouchée, qui n'est pas en train de lire un email par-dessus l'assiette. Il dit « C'est excellent ». Simone dit « Je sais ». Elle dit ça simplement, avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui avait choisi cet endroit parce qu'il méritait d'être choisi, pas pour impressionner. Il y avait dans ce « nous » dans le fait qu'elle avait choisi ce restaurant, cette table, ce menu, une façon subtile de rééquilibrer quelque chose. Dans son appartement, dans son monde, dans ses restaurants à lui, tout était sur son territoire, selon ses règles, dans ses codes. Là, c'était son territoire à elle, Belleville, la rue Ramponneau. Marcel avec sa moustache et sa carafe de vin rouge posée sans demander. Et dans ce déplacement, il y avait une logique qu'il reconnut comme juste. Ils restèrent jusqu'à 22h30. La tarte tatin arriva avec une crème fraîche épaisse et légèrement acide dont le contraste avec le caramel chaud était exactement ce qu'il fallait. À un moment, entre la tarte et le café, Simone dit, pas comme une accusation, comme un fait qu'elle énonçait pour clarifier les termes. « Je ne reviendrai pas travailler chez vous. Ce n'est pas possible. » Il dit, « Je sais. Je ne te le demanderai pas. » Elle dit, « Et il faut que vous sachiez que ma situation ne change pas. J'ai un budget, j'ai ma mère, j'ai mes contraintes. Je ne veux pas qu'on fasse semblant que ça n'existe pas. » Il dit, «
Je n'ai aucune intention de faire semblant. Elle le regarda une seconde, cherchant quelque chose dans son visage, puis hocha la tête une fois. Ce geste qu'il avait appris à lire comme une forme d'accord, qui ne promettait rien, mais qui ne fermait pas de porte non plus. Il régla l'addition. Elle ne protesta pas, mais elle dit « La prochaine fois, c'est moi ». Il y avait une prochaine fois dans cette phrase, et tous deux l'entendirent. Ce qui suivit ne fut pas facile, et ils le savaient tous les deux depuis le début. Patricia fit effectivement déposer un recours en révision de garde, appuyé sur les observations de Raphaël Dubois et sur un argumentaire que Maître Fontaine qualifiait de fragile, mais pas inexistant. Il y eut 3 mois de procédure, 2 audiences, des échanges de documents et d'arguments entre avocats qui coûtaient chacun plusieurs centaines d'euros de l'heure. Renaud les paya sans sourciller, parce que c'était pour David, et parce que renoncer à David pour éviter des frais d'avocat n'était pas une équation dans laquelle il reconnaissait un homme respectable. Il vit Simone pendant toute cette période, pas dans son appartement, dans des endroits à eux, des endroits qui n'appartenaient à personne d'autre, des bistrots de quartier, un marché un samedi matin à Aligre où elle choisissait des légumes avec la précision de quelqu'un qui sait ce qu'une carotte fraîche ressemble et ce qu'une carotte vieille de 3 jours ressemble. Un dimanche au parc des Buttes-Chaumont où ils marchèrent 2 heures dans le froid parce que ni l'un ni l'autre ne voulait rentrer encore. Il y eut des moments difficiles, des moments où son orgueil à elle se heurtait à quelque chose dans la façon dont il s'exprimait, des maladresses de sa part, des façons inconscientes d'aborder les choses avec les réflexes de quelqu'un qui a l'habitude que l'argent règle les problèmes. Elle le reprenait, pas avec agressivité, avec cette franchise directe qui ne cherchait pas à blesser, mais qui ne contournait pas non plus. Et Renaud apprit, lentement, avec des retours en arrière, avec des erreurs qu'il fallait nommer et corriger, à recevoir la vérité de quelqu'un sans en faire une attaque personnelle. Le dossier du cours d'aide-soignante fut le moment le plus délicat. Il l'apprit un dimanche, presque par accident, en voyant le cahier bleu marine posé sur la table basse de l'appartement de Simone. Il était entré pour la première fois, invité à dîner, sa mère Geneviève à la cuisine, qui chantonnait à voix basse quelque chose qu'il ne reconnut pas. Il vit le mot « objectif » sur la couverture. Il demanda. Elle lui expliqua, sans pathétisme mais sans édulcorer non plus, le montant, les mois d'économie, les 800 € qui manquaient encore, le calendrier. Il dit, sans avoir réfléchi plus d'une seconde, « Je peux avancer ce qu'il manque ». Elle le regarda d'une façon qu'il connaissait maintenant parfaitement. Ce regard qui évaluait, qui cherchait l'intention sous les mots. Elle dit « Non ». Il dit « Pas comme un cadeau, comme un prêt, avec un contrat écrit, un taux d'intérêt à 0 parce que les taux d'intérêt entre amis, c'est absurde, et un calendrier de remboursement que tu fixes toi-même. » Elle dit « Vous avez un avocat qui rédige des contrats absurdes à 0%. » Il dit « J'ai un avocat qui rédige ce que je lui demande de rédiger. » Elle réfléchit. Pas une seconde, mais plusieurs minutes, debout dans le petit salon de l'appartement de Saint-Denis, dont le parquet craquait légèrement au 3e latte à partir de la fenêtre, et Renaud attendit sans rien ajouter, parce qu'il avait compris depuis un moment que presser Simone Laurent dans ses décisions était la meilleure façon de lui faire dire non. Elle dit finalement « Contrat écrit, remboursement en 18 mois, taux nul comme vous dites, et je veux pouvoir relire avant de signer. » Il dit « Bien sûr, c'était la seule réponse possible. » La mère de Simone, Geneviève, l'évalua pendant 3 visites consécutives avec une méthode qui relevait moins de la conversation que de l'observation silencieuse. Lors de la première visite, elle lui servit le café et s'assit à table avec eux sans dire grand-chose, regardant ses mains, sa façon de tenir la tasse, sa façon d'écouter Simone parler sans l'interrompre. Lors de la 2e visite, elle lui posa 2 questions directes sur son travail et une question sur ce qu'il pensait du système de santé, ce qui révélait quelque chose sur ses priorités. Lors de la 3e visite, Geneviève était en train d'éplucher des haricots verts sur le canapé avec un bol posé entre ses genoux, et elle dit, sans lever les yeux, « Vous savez ce que ça coûte d'aimer quelqu'un comme ma fille ?» Renaud dit « Non ». Elle dit « Ça coûte d'être là vraiment, pas avec de l'argent. » Vraiment. Il dit « Je comprends.
Elle leva les yeux, le regarda une longue seconde et reprit ses haricots. Ce soir-là, en partant, elle lui dit au revoir, Renaud. Son prénom pour la première fois, sans le monsieur. Ce fut un geste petit et immense en même temps, et Renaud le mesura exactement comme il méritait d'être mesuré. David rencontra Simone un samedi de février, dans un parc du 19e arrondissement, où Renaud l'avait emmené nourrir les canards au bord du lac. Une activité que Renaud n'aurait pas organisée 6 mois plus tôt, mais qui lui semblait maintenant avoir la valeur exacte qu'avaient ces choses simples, dont Simone lui avait, sans le formuler explicitement, appris à reconnaître l'importance. David reconnut Simone de loin, lâcha la main de son père et courut vers elle avec l'élan naturel des enfants qui n'ont pas encore appris à retenir leurs émotions par calcul. Elle s'accroupit pour être à sa hauteur, comme elle le faisait toujours, et il l'embrassa sans hésiter, comme si les 2 mois d'absence avaient été un malentendu dont on pouvait simplement reprendre là où on s'était arrêté. Renaud regarda la scène depuis quelques mètres, son fils dans les bras de Simone, le lac derrière eux, avec le bruit discret des canards sur l'eau, le ciel de Paris en février qui était gris, mais d'un gris lumineux, presque blanc, et percevit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, avec la lenteur et la profondeur des choses qui se défont pour de bon. Les mois suivants furent construits avec la patiente irrégularité des choses réelles. 2 pas en avant, 1 pas de côté. Une dispute un soir de mars, sur quelque chose qui n'était pas vraiment ce dont ils se disputaient, mais qui était le prétexte nécessaire pour dire des vérités plus grandes. Une réconciliation qui ne fut pas une déclaration, mais un dimanche matin ensemble à faire les courses au marché de Belleville, avec David, qui voulait des clémentines et qui en prit 6 de trop. Le recours de Patricia fut rejeté par le juge aux affaires familiales en avril, au terme d'une audience où Maître Fontaine avait présenté un dossier solide et où Renaud avait répondu aux questions du juge avec la clarté de quelqu'un qui n'avait rien à cacher parce qu'il avait cessé de se cacher lui-même. La garde alternée fut maintenue. Patricia n'appela pas pour commenter le jugement. Raphaël Dubois envoya un email laconique de félicitations professionnelles à propos d'un autre sujet, ce qui était sa façon de dire que l'épisode était clos. Renaud répondit avec la même économie de mots. Simone commença son cours d'aide-soignante en mai. Elle rentrait les mardis et jeudis soirs plus tard que d'habitude, avec ses cahiers de cours dans son sac et cette expression de quelqu'un qui absorbe des informations nouvelles et qui trouve que c'est bon, que ça ressemble exactement à ce que son cerveau cherchait depuis longtemps. Elle lui parla des cours, les protocoles, l'anatomie, les stages en maison de retraite où elle apprenait à poser ses mains sur les gens avec précision et douceur, et il écouta vraiment, avec l'attention de quelqu'un qui a appris que les choses importantes pour l'autre le sont aussi pour soi quand on choisit quelqu'un vraiment. Et puis un samedi soir de juin, Simone apporta une plante. Ce n'était pas une plante spectaculaire, un petit pothos, aux feuilles vertes et jaunes, dans un pot en terre cuite, acheté au marché d'Aligre pour 2,50 €. Elle le posa sur le rebord de la fenêtre de la cuisine du 16e arrondissement, à l'endroit exact où l'ancienne plante avait rendu l'âme, et dit « Un endroit sans verre, c'est un endroit sans vie ». Renaud regarda la plante. Il regarda Simone. Il dit « Tu as tout à fait raison ». David, assis à la table du dîner, leva les yeux de son livre et dit « Enfin », comme s'il attendait ça depuis longtemps, comme si une plante sur le rebord de la fenêtre était exactement le signe qu'il lui fallait pour être sûr que les adultes autour de lui allaient bien. Et là, dans cette cuisine blanche du 16e arrondissement, avec l'odeur du poulet rôti que Simone avait mis au four 2 heures plus tôt, et qui embaumait maintenant les couloirs de l'appartement d'une chaleur réelle, avec le bruit de David, qui feuilletait son livre à la table et posait des questions sur la géographie sans attendre qu'on lui demande, avec la plante verte sur le rebord de la fenêtre et les voix de la rue qui montaient du trottoir en bas, Renaud Cavalier comprit, avec la clarté, douce et irréfutable des évidences qui arrivent quand on a enfin cessé de se battre contre elles, que c'était ça, que c'était exactement ça. Pas le bureau face à la cour intérieure, pas les 13 millions de chiffres d'affaires, pas la vue sur le Trocadéro qu'il ne regardait plus depuis 18 mois.
Ce bruit de cuisine, cette odeur de poulet rôti, cette plante à 2,50 € sur le rebord d'une fenêtre blanche, ce n'était pas la richesse qu'il avait construite pendant 16 ans. Ce n'était pas le succès que ses associés reconnaissaient dans ses bilans. C'était la présence, c'était le soin. C'était le fait que quelqu'un avait pensé à mettre du thym dans le poulet parce qu'il avait dit, un dimanche au marché, que le thym lui rappelait quelque chose sans savoir quoi. Et ça, aucun décorateur d'intérieur à 18 000 € ne pouvait le livrer avec une facture.